Tu as mal au dos sur tes squats ou sur d'autres exercices de ton entraînement, tu as essayé de modifier ta technique, d'apporter des correctifs et pourtant rien n'y fait. Rassure-toi, dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi tu as mal au dos sur tes exercices et surtout comment faire pour pouvoir en sortir et t'entraîner plus sereinement. Hello tout le monde, on se retrouve dans le nouvel épisode du podcast Force Intérieure, le podcast qui parle de santé, de performance avec un nouvel épisode tous les lundis. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous au cours de notre carrière sportive, les douleurs au dos sur nos exercices à l'entraînement. Dans cet épisode, je vais vous parler d'effectivement les mouvements qui peuvent être problématiques en termes de douleur. Donc on va relier ça un petit peu au street lifting, vu que vous le savez ou pas, je suis pratiquante de street lifting. Mais on va également parler d'autres gestes, d'autres exercices qui peuvent être problématiques, mais également des douleurs au dos de façon générale dans la vie courante, parce que c'est une problématique qui revient beaucoup. Et étant kinésithérapeute, c'est aussi une problématique que je vois régulièrement auprès des patients que je peux accompagner, donc à l'époque en cabinet, mais même encore aujourd'hui en distanciel. Donc je vais pouvoir vous apporter un petit peu mon expertise sur l'origine de ces douleurs au dos, qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer, et moi aussi comment je fais pour pouvoir améliorer mes athlètes avec un suivi en distanciel. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous demander 2 petites minutes pour pouvoir liker cet épisode, le partager, et n'hésitez pas à commenter l'épisode au fur et à mesure que vous l'écoutez. Si vous avez envie de réagir à certains sujets, me partager votre expérience, je lis et je réponds à tous les commentaires, donc ça me fera plaisir de vous lire. Revenons à notre problématique concernant les douleurs au dos. Donc moi, si je peux vous apporter déjà mon expérience en tant qu'athlète par rapport à ces problématiques de dos, j'ai peu été concernée. On va dire que le seul épisode qui me vient en tête me concernant des douleurs au dos, ça remonte à avant l'époque où je faisais du street lifting, l'époque où je faisais juste de la musculation. Je commençais déjà à charger un petit peu puisque c'était arrivé sur un deadlift, je crois. Et je vais vous parler un peu de cette expérience parce que finalement ça va introduire ce dont je vais vous parler dans cet épisode. Donc, j'allais à ma séance de sport. Je me souviens que j'étais fatiguée. Je pense que je commençais à charger pas mal sur tous mes exercices depuis quelques semaines. Et j'avais envie de faire du deadlift. J'avais envie de faire un volume assez conséquent. Donc à l'époque, je ne saurais pas vous dire combien j'avais en max au niveau du deadlift, parce que je sais plus si c'était vers la période où vraiment j'étais déjà axée force ou pas. Je ne pense pas, parce que de mémoire, c'est moi qui me faisais ma programmation, et au jour le jour. Honnêtement, j'avais pas de programmation que je suivais, j'arrivais à l'entraînement, je voyais ce que je voulais faire. Et je me souviens que ce jour-là, je m'étais dit, j'ai envie de faire 10 fois 100 kg au deadlift. Et de mémoire, c'est une perf que j'avais jamais fait, et c'était une perf qui était quand même ambitieuse par rapport à mes performances du moment. Mais je sais pas, j'étais avec des potes, tout ça, on s'est chauffé et je me suis dit let's go, je vais faire ma perf. Donc je fais mes 10 fois 100 kilos, ça passe plutôt bien, hein, c'est dur, mais pas de problématique là-dessus. Et quand je repose ma barre, je sens que le dos tire un peu plus que d'habitude, des sensations que je peux connaître mais pas aussi intensément, mais je me dis pas grave, je range les poids, et pour ceux qui m'écoutent qui font encore du deadlift, moi c'est vraiment une sensation ancienne, mais je la retrouve un peu quand je fais des exercices comme du hip thrust, j'ai eu ça récemment dans ma programmation, mais quand on finit notre exercice où on vient solliciter le dos, t'as le dos bien congestionné, qui a bien bossé, quand il faut ranger ses poids, en général tu galères un peu, t'es un peu raide, il faut un temps où tu marches un petit peu. Je sais pas si cette sensation vous parle, mais pour pouvoir ranger les poids. Donc je me souviens que j'ai cette sensation-là qui arrive. Je range mes poids tant bien que mal. Je sens que galère un petit peu quand même de ranger les poids. Mais je le fais. Et après, je trouve rien de mieux à faire que de faire du Romanian deadlift. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et pareil, là, je me dis, allez, je vais charger, je le fais aux haltères. Je me souviens plus exactement des haltères que j'avais pris à ce moment-là. Mais je me souviens que pareil, j'étais dans une dynamique, je suis avec mes potes, je veux montrer qui est qui, je charge un petit peu. Et du coup, je fais ça. Et donc, après, là, je commence à avoir vraiment grosse douleur au dos. Grosse douleur au dos, bien bloquée. Là, j'arrive même pas à ranger les haltères. Donc, je demande à quelqu'un qui est avec moi de ranger les haltères. Et en fait, ça m'inquiète pas outre mesure parce que c'est une sensation que, encore une fois, je peux connaître d'un point de vue congestion. Je sens juste que c'est un peu plus fort que d'habitude et un peu plus handicapant et que ça passe pas tout de suite. Vous voyez ? À l'époque, je suis pas encore kinésithérapeute. Je suis en études de kinésithérapie, donc j'ai certaines connaissances, certaines données, mais voilà, je suis pas encore complètement diplômée. Donc, je rentre chez moi, et pareil, en rentrant chez moi, du mal à me mettre dans la voiture, du mal à tenir assise. Je conduisais pas à ce moment-là, mais je sens
Voilà, rien que la position assise est douloureuse, etc. Et arrivé chez moi, ça commence à plus aller du tout. Je commence à avoir vraiment très mal. Heureusement, à l'époque, j'habite encore chez mes parents. Et si vous ne le savez pas, ma mère est médecin généraliste. Très pratique quand on a une problématique. Parce que du coup, je lui en parle directement. Tout de suite, elle prend ça au sérieux. Bon, ma mère est pas hyper familiarisée avec la musculation à ce moment-là. Donc, elle a probablement dû me dire il faut arrêter de soulever les charges lourdes, des choses comme ça. Mais voilà, au moins elle prend les choses au sérieux. Je me dis bon, ça ira peut-être demain, je prends des médicaments pour me calmer, etc. Le lendemain, ça va pas mieux du tout. Je n'arrive pas à mettre mes chaussures, je suis vraiment bloquée, j'ai mal. Et en fait, j'ai une douleur vraiment intense que j'ai jamais ressentie à ce moment-là. Donc ça m'inquiète. Et c'est en fait, c'est vraiment pour ça que je vous explique cette histoire-là. Vous allez voir progressivement où je vais en venir. Mais voilà, j'ai une douleur hyper importante que je n'ai jamais eue. J'ai jamais eu d'épisode de grosses douleurs dans ma vie. J'ai de la chance à ce propos. Mais du coup, je suis un peu inquiète. Parce que en vrai, je commence à me dire, putain, j'ai dû me faire un truc grave. Est-ce que je me suis pas pété une vertèbre? Enfin, je pense à des trucs de fou. Alors qu'en vrai, maintenant, avec toutes les connaissances que j'ai, etc., on se casse pas une vertèbre comme ça sur un deadlift, hein, je vous rassure. Mais c'est un peu ce que ça m'évoque parce que je suis complètement bloquée et j'ai l'impression que ça va pas revenir. Et donc bref, je fais ma journée, tout ça. Évidemment, je continue mes entraînements. Et en fait, pendant 3 semaines, ça a quand même duré longtemps. Pendant 3 semaines, on va dire, je peux marcher. Je galère à m'asseoir. Enfin, je suis gênée pour tous les gestes du quotidien où je dois me pencher en avant, tout ça. Mais je peux marcher et je peux faire ma vie. J'ai juste mal et je suis complètement bloquée. Donc je vais quand même à l'entraînement, parce que à l'époque je suis déjà une fada de l'entraînement. Mais juste je fais que ce qui est possible. Et je me souviens que par exemple la presse, c'était pas possible d'un point de vue position. Le squat deadlift, j'en parle pas. Mais je faisais que des machines guidées. Leg extension, je me souviens, j'arrivais un peu à le faire en essayant de pas être complètement assise. Et surtout, je fais déjà beaucoup de mobilisation en amont de ma séance et après ma séance. Donc ça m'aide quand même beaucoup à pouvoir un petit peu assouplir et être un peu plus mobile, on va dire, sur mes exercices ensuite. Mais c'est pas, voilà, c'est pas magique non plus. Je me revois en plus allongée au sol, en train d'essayer voilà, de faire mes assouplissements, et pour me relever, vous voyez, je suis obligée de m'appuyer sur mes jambes, etc. Parce que mon dos tient pas suffisamment. Bref, le fait est que vu que ça dure, ma mère m'envoie faire une radio. Je vais faire une radio et je vous jure que je me chiais dessus. En vrai, on va le dire simplement, je me chiais dessus parce que je me suis dit là, en fait, c'est pas possible pour moi que j'ai un truc important ou qui nécessite une opération ou quoi que ce soit parce que c'est toute ma vie le sport déjà à cette époque-là. Et j'étais vraiment très stressée à l'idée de me dire on va tout m'enlever. Donc je fais cette radio parce qu'on peut suspecter aussi d'autres problématiques. En fait, en fonction de la localisation, c'était pas complètement le dos, c'était plus au niveau des sacro-iliaques. Ça peut faire penser à des pathologies qui font un peu plus peur, comme la spondylarthrite par exemple, pour ceux qui connaissent, spondylarthrite ankylosante. Donc je fais d'ailleurs et prise de sang et IRM, parce qu'en fait à l'IRM on voit que c'est inflammé à ce niveau-là, donc ça peut encore renforcer cette recherche, mais en faisant la prise de sang on se rend compte que non. Et bref, de fil en aiguille, de rééducation, etc., ça passe. Je saurais plus vous dire au bout de combien de temps ça passe, je pense que ça n'a pas duré des mois non plus. Je me souviens de 3 semaines avant l'examen radiologique. Donc 3 semaines, je trouve que c'est quand même long pour un épisode de lombalgie aiguë. Enfin, maintenant par rapport à ce que je connais, je trouve que c'est quand même long. Mais voilà, ça se résout et tout va bien. Finalement, j'avais rien. Je me suis juste fait un lumbago, on va dire, comme on le connaît classiquement. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je vais pouvoir y revenir au fur et à mesure de ce que je vous ai expliqué dans le podcast, parce que en fait, ça me paraissait intéressant pour moi de vous partager mon expérience, parce que je pense qu'elle doit vous parler si vous avez déjà eu des épisodes de lumbago, et ça va pouvoir expliquer plein de choses que je vais vous expliquer ensuite en l'illustrant avec ce que j'ai vécu. Et c'est ça aussi que je trouve bien, vous me direz si c'est pour ça aussi que vous appréciez les podcasts, mais c'est que je peux vraiment à chaque fois vous donner mon avis en tant que kiné. J'allais dire en tant qu'experte, j'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas en tant que kiné, par rapport à ce que je sais de mon métier, de ce que j'ai appris, de ce que je traite avec mes patients. Mais je peux vous donner aussi le versant athlète parce que je m'entraîne comme les patients que je traite, parce que j'ai eu les problématiques des patients que je traite, et ça permet d'avoir aussi une dimension plus humaine et moins livre, vous voyez, moins théorique. Parce que j'ai beau savoir des choses,
Le fait de l'expérimenter, ça permet toujours de mieux comprendre aussi les patients, de savoir ce qu'ils ressentent à ce moment-là, ce qu'ils ont besoin d'entendre, ce qu'ils ont besoin de soutien par rapport à l'évolution de leur pratique. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir les deux pour pouvoir le mettre en parallèle et du coup, mener au mieux, on va dire, l'aspect éducatif. Et vous, ici, vous partagez un petit peu les deux versants, le versant théorique, le versant vécu, et de pouvoir faire des liens. Alors déjà, première chose qu'on peut retenir de cet épisode, c'est que l'intensité de la douleur ne fait pas l'intensité de la problématique. Et ça, c'est ultra important de le comprendre. Et je sais, parce que je l'ai vécu, à quel point c'est difficile à intégrer quand on est en train de le vivre, parce qu'on a tendance à se dire, plus j'ai mal, plus c'est grave. Moi, j'avais beau être en études de kiné, savoir plein de choses, savoir ces choses-là probablement déjà à l'époque, quand j'ai ressenti la douleur, je me suis dit, je me suis pété une vertèbre. Alors que je savais foncièrement que ce n'était pas possible. Je veux dire, à moins d'avoir un grave accident de voiture, c'est quand même très rare de se péter une vertèbre ou avoir de l'ostéoporose, des choses plus spécifiques. Mais je veux dire, je savais que ce n'était pas possible, mais pour autant, j'avais tellement mal que je me disais, ça peut être que un truc grave, osseux, etc., irréversible, parce qu'à ce moment-là, juste je souffrais. Donc c'est bien ça de l'entendre et de le comprendre, comme ça si un jour vous avez un gros épisode de douleur, ce que je ne vous souhaite pas évidemment, mais vous pourrez vous dire, ok, c'est pas parce que j'ai très mal que ma douleur est très grave. Et je pense que vous l'avez peut-être déjà expérimenté, moi ensuite par le passé, je l'ai déjà expérimenté, je crois que je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais moi je peux avoir des grosses douleurs au niveau cervical, par exemple quand j'ai de l'angoisse, quand je suis anxieuse, je me bats encore contre mon anxiété, il y a des fois ça va, d'autres moins bien. Mais quand j'ai des grosses phases d'anxiété, j'ai des douleurs au niveau des cervicales, mais à penser que ma tête va tomber. Et je sais que c'est lié à ça, parce que ça revient toujours un peu de la même façon, et ça part d'ailleurs plus ou moins aussi vite que c'est venu. Et pour autant, l'intensité de la douleur, à ce moment-là, je mettrais un bon 8 sur 10 sur une échelle de douleur, en considérant que 0, c'est pas du tout de douleur, et 10, c'est la pire douleur. Mais c'est pour que vous compreniez que, même si j'ai un 8 sur 10 à ce moment-là en termes de douleur, on me fait une imagerie des cervicales, probablement qu'on verrait pas grand-chose. Et c'est ce qui s'est passé là sur mon épisode de lumbago, on a fait l'imagerie. Alors il y avait une légère inflammation quand même au niveau des sacroiliaques, mais je veux dire c'était pas grave au sens où on peut l'entendre. Il n'y avait pas de fracture, il n'y avait pas de tumeur, il n'y avait pas des choses graves auxquelles on peut l'entendre. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Intensité de la douleur ne veut pas dire intensité de la problématique, et ne veut pas dire d'ailleurs ce qu'on va voir à l'imagerie. Ça, pareil, je vous en ai déjà parlé, si vous écoutez régulièrement les épisodes, mais vous pouvez très bien avoir une douleur très intense et rien du tout à l'imagerie, et à l'inverse, avoir aucune douleur, c'est-à-dire là, vous m'écoutez, j'ai aucune problématique, peut-être que si je vous fais une IRM du dos, on va voir que vous avez des hernies discales, des problématiques, et pour autant, vous n'avez pas de symptômes. Alors, ça ne veut pas dire, vous inquiétez pas, qu'il faudrait tout contrôler, tout voir. Non, ça veut juste dire que parfois, les problématiques ne sont pas douloureuses, et à l'inverse, parfois, des choses bénignes d'un point de vue pathologique peuvent être très douloureuses. Et ça, on va y revenir un petit peu par la suite. Et là, peut-être que vous vous dites, Julie, je comprends pas pourquoi je peux avoir très mal et rien, ou pourquoi je peux avoir aucune douleur et pour autant une problématique. C'est parce que la douleur n'est pas liée à la lésion. C'est ce que je vous explique là depuis tout à l'heure. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre que la douleur, c'est une information. C'est une information que traite votre cerveau. Et en fait, votre cerveau, il va la traiter en fonction de toutes les données qu'il reçoit. Donc par exemple, je sais pas, vous faites rouler dessus par une voiture, c'est pas très joyeux, mais vous faites rouler dessus par une voiture, tac, il y a tout qui craque, etc. Là, votre cerveau, il est en train de recevoir, il y a tout qui craque, il y a tout qui part en cacahuète, il y a le fémur qui ressort, nanani, nanana. Là, peut-être qu'on peut envoyer le message de douleur, ça paraîtrait cohérent. Mais à côté de ça, si vous êtes dans cette situation-là et que votre seule issue, ce serait, je sais pas, de courir parce que le mec, il veut encore vous écraser, je pars en cacahuète pour illustrer ce propos, mais bref, vous allez comprendre. Le mec qui vous suit, il veut absolument vous rouler dessus parce que je sais pas ce que vous avez fait. Là, il faut que vous couriez avec une jambe cassée. Là, il va y avoir aussi d'autres informations à votre cerveau qui vont vous dire, là, instinct de survie, si tu cours pas maintenant, même avec ta jambe cassée, t'es mort. Donc probablement qu'à ce moment-là, vous allez même pas sentir la douleur. Parce qu'il y a eu d'autres informations encore plus importantes que celles de la douleur, de la lésion, qui sont arrivées à votre cerveau. Et votre cerveau, il priorise pour toujours aller vers l'instinct de survie. Donc ça, c'est un exemple que je vous prends. Je pense que cet exemple, il va pas forcément
vous arrivez, il va peut-être pas forcément vous parler, mais si je prends d'autres choses plus classiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une lésion, qu'à côté de ça, vous dormez très mal, que vous êtes stressé, que vous mangez pas bien et que votre corps, il est en stress permanent, bah vous allez probablement ressentir la douleur beaucoup plus fortement que quelqu'un qui peut avoir exactement la même lésion, mais pour autant, toute son hygiène de vie, sa récupération, tout est stable et au final, il va pas recevoir l'information douloureuse de la même façon. Il y a aussi tout ce qui est évidemment antécédent de blessures, toutes les douleurs qu'on a pu connaître par avant qui peuvent rentrer en jeu. Mais c'est pour vous expliquer qu'en fait la douleur, c'est une information que votre cerveau traite par rapport à plusieurs facteurs qu'il reçoit. C'est aussi une information que votre cerveau peut donner en protection. Et ça, pareil, on en a déjà parlé ici. Quand vous avez eu une grosse douleur, donc si je reprends, j'allais dire ma douleur au dos, mais c'est pas vraiment comparable, mais admettons que j'ai eu plein de problématiques au dos qui sont devenues de façon récurrente, bah peut-être que quand je vais reprendre un deadlift, si je sens que mes lombaires chauffent parce qu'ils travaillent sur le mouvement, mon cerveau va interpréter ça un petit peu comme un message de danger, parce que je me suis déjà blessée plein de fois sur ce mouvement, et il va envoyer un message de douleur qui est un peu disproportionné par rapport à la lésion ou la non-lésion d'ailleurs, par rapport aux stimuli que peut me procurer l'exercice de deadlift. J'espère que vous avez compris un petit peu où je vais en venir. En résumé, la douleur, c'est une information que votre cerveau traite en fonction de toutes les infos qu'il reçoit, du passé, du présent, et il décide de donner ce signal douloureux ou non, et d'une certaine intensité ou non. Et ça explique ce que je vous disais par rapport au fait que l'intensité de la douleur n'est pas forcément l'intensité de la lésion. Un autre prérequis qu'il faut comprendre pour pouvoir analyser et comprendre comment une douleur au dos et d'ailleurs ailleurs peut survenir, c'est ce modèle de capacité à encaisser et d'adaptation. Quand vous appliquez un exercice à votre corps, il va s'adapter pour pouvoir répondre à l'exercice. C'est pour ça que quand vous entraînez régulièrement à la salle, vous allez prendre en masse musculaire, vous allez prendre en force, vous allez améliorer votre technique parce que votre corps va s'adapter de séance en séance pour pouvoir répondre encore mieux à l'exercice et pour pouvoir créer des adaptations pour être encore plus performant sur cet exercice. Et un problème, une lésion, une douleur peut survenir, c'est quand la charge que vous demandez à votre corps est trop importante par rapport à la capacité qu'il peut encaisser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous demandez trop d'un coup à votre corps, s'il n'est pas capable de pouvoir gérer l'adaptation par rapport à ce que vous lui demandez, on va se retrouver face à une situation où on peut avoir de la douleur ou des blessures qui peuvent survenir. Et un exemple que je voyais couramment, plutôt quand je travaillais encore en cabinet, c'est les patients qui venaient et qui s'étaient fait mal au dos à la suite par exemple d'un déménagement. Pourquoi ça survient à ce moment-là? C'est parce que c'est des patients qui n'étaient pas forcément très actifs, on va dire, dans leur vie. Peut-être qu'ils avaient un métier de bureau, ils faisaient pas spécialement de sport, etc. Et il y a un week-end, il y a un pote qui les appelle, qui leur dit « viens m'aider à déménager ». Donc là, sur un jour ou deux, ils se retrouvent à porter beaucoup de charges, alors que leur dos n'était pas du tout adapté à ce type de contraintes, puisque ils se renforçaient pas, ils étaient assez sédentaires, etc. Là, ça veut dire que la charge que leur dos a reçue en très peu de temps, elle est beaucoup plus importante par rapport à ce qu'ils sont capables d'encaisser. Et c'est pour ça que des douleurs au dos, à ce moment-là, pouvaient survenir. Comment ça peut se manifester, par exemple, pour vous qui allez à l'entraînement? Ça peut se manifester de façon aussi plus insidieuse. C'est-à-dire que là, vous allez me dire, ok, ça veut dire, Julie, si je transfère ça à ma façon de m'entraîner, si, je sais pas, j'ai un max au squat à 10 fois 100 kg, si j'essaye de faire, mettons, 4 séries de 10 à 100 kg, là, je vais mettre trop de charge sur mon corps, donc il peut mal réagir. Oui, mais ça peut se manifester de façon aussi plus insidieuse. Ça veut dire que si t'as toujours ton max à 10 fois 100 kg, tu le fais quand t'as bien dormi, t'as bien mangé, t'es pas stressé, t'es bien, t'as de la récupération active, etc. Ça va très bien passer. Et si tu me fais exactement le même format, mais sur un jour où t'es complètement épuisé, t'as dormi 3 heures la nuit, t'as pas eu le temps de manger avant ta séance, t'as pas mal récupéré, etc., probablement que même sur le même format que tu sais pourtant faire, tu peux risquer de te blesser parce que ton corps n'a pas la même capacité à encaisser que sur ta séance précédente où tous les feux étaient au vert. Et ça, faut bien le comprendre parce que souvent on pense que blessure à l'entraînement, ça veut dire trop de charge, mauvaise technique, etc. Mais en réalité, c'est pas seulement ça, et je vais le détailler encore après, on va y revenir, mais c'est vraiment ce qu'on appelle la surcharge que vous pouvez appliquer à votre entraînement et pour laquelle votre corps n'est pas prêt à répondre. C'est pas seulement la charge directe,
C'est pas seulement vos 100 kilos à l'entraînement, c'est pas seulement vos 4 séries à l'entraînement. C'est aussi la charge liée au stress, la charge liée au manque de récupération, la charge mise au bruit ambiant, la charge mise au boulot que vous avez dû faire avant, la charge mise par le manque de récupération. Vous voyez, tout ça, si on peut l'imager, c'est comme si on rajoutait du poids sur votre barre. Vous voyez, c'est un peu ça. On rajoute du poids sur votre barre et du coup, votre corps, il arrive de moins en moins à gérer. Donc ça, c'est très important aussi de le comprendre pour comprendre que pour une bonne progression, il faut pouvoir avoir de l'adaptabilité, il faut pouvoir, entre guillemets, stresser un petit peu votre corps pour le forcer à s'adapter, mais trop de stress, trop de surcharge, à l'inverse, va faire qu'on va dépasser la capacité d'adaptation de votre corps, et c'est là où des problématiques peuvent survenir. Maintenant qu'on a posé un petit peu les principes de tout ça, que vous avez compris un peu le contexte qui peut causer des maux de dos, on va rentrer dans le vif du sujet avec pourquoi vous avez mal au dos. Tout simplement, pourquoi quand vous faites votre squat, vous avez mal au dos. Première chose, c'est ce qu'on vient de dire. Surcharge mécanique, trop lourd, trop de volume, progression trop rapide, trop de séries, trop de charge. Ça peut causer des douleurs au dos parce que votre corps n'est pas suffisamment fort pour pouvoir gérer la charge que vous lui appliquez. La deuxième chose, ça va être la fatigue globale. Et ça, je vais encore insister dessus, surtout quand on fait un sport de force comme le street lifting, le powerlifting ou l'haltérophilie par exemple, c'est que on est très dépendant du système nerveux. Le système nerveux, c'est lui qui va nous permettre de développer de la force, de pouvoir exploiter la force qu'on a de mise à disposition. Et le système nerveux, quand il fatigue, ça va être beaucoup plus compliqué de pouvoir soulever lourd. Pourquoi ? Parce que déjà, on aura beaucoup moins de décharge, si vous voulez, neurologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre corps, il va avoir moins de capacité à envoyer des messages nerveux pour pouvoir faire le mouvement, donc sur votre squat pour pousser. C'est comme si, je sais pas, d'habitude, vous avez 10 messages qui arrivent pour que vous puissiez soulever votre barre, et là, vu qu'il est fatigué, il y en aura que 5. C'est un peu une image que je vous donne, évidemment. C'est un nombre, je ne saurais dire, tellement il est beaucoup plus élevé que ça, mais c'est pour que vous compreniez. Il y a aussi le fait que système nerveux fatigué dit vigilance perturbée, repères perturbés, schéma moteur perturbé, schéma corporel perturbé. Ça veut dire que même dans votre placement, même sans vous en rendre compte, même en prenant tous vos points de repère, en essayant de vous concentrer, vous serez moins précis, vous serez moins dans votre rail par rapport à d'habitude parce que votre système nerveux a du mal à trouver ses repères. Et ça, c'est une sensation que vous avez peut-être déjà expérimentée quand vous êtes très fatigué ou quand vous sortez d'une compétition. En général, une prépa compétition, vu qu'on pousse bien fort le nerveux, c'est un peu la sensation qu'on a après. On est perdu, on a l'impression qu'on sait plus faire le mouvement. On sait ce qu'on doit faire. Moi, je sais que j'avais des notes dans mon téléphone, justement, parce que je me dis, je veux contrer ça. Je me croyais plus maligne que tout le monde. Je me dis, je note pile poil tous mes repères, tous mes trucs. Comme ça, j'aurais juste à suivre. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Ça suffit même pas. C'est-à-dire que t'as beau prendre tous tes repères et y penser, c'est plus subtil que ça. Ça veut dire c'est des positions de bassin, c'est même quand tu descends, quand tu pousses, voilà, c'est des petites choses que tu peux pas forcément contrôler qui vont faire que t'as plus de mal parce que t'es pas comme dans ton habitude. Et finalement, toi, quand tu squattes, peut-être que tu penses juste au fait de pousser, et c'est très bien. Et en fait, quand ton système nerveux est en forme, il te permet de te mettre pile poil dans ton axe sans que t'aies trop à y penser pour pousser. Mais quand il est fatigué, il sait plus, donc hop, il va y avoir des déviations, des petites choses qui vont faire que, pareil, vous n'allez pas forcément réussir à déployer autant de force que d'habitude. Donc, si ça, vous le prenez pas en compte avec la fatigue nerveuse, ça peut conduire à une blessure parce que vous allez mettre beaucoup de charge sur un mouvement qui n'est pas juste techniquement et sur un système nerveux qui n'est pas suffisamment performant pour pouvoir générer de la force. Troisième cause de vos douleurs au dos, c'est l'adaptation tissulaire. L'adaptation tissulaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la capacité de vos tissus, donc ce que j'appelle vos tissus, c'est vos tendons, vos muscles, vos ligaments, toutes vos structures, à s'adapter à la contrainte. On est d'accord que pour pouvoir passer d'un squat à 100 kg à un squat à 150 kg, il faut que vos structures s'adaptent. C'est pas juste je vous mets 150 kg, je vous dis pousse. Probablement que là, vous n'arriverez pas à les soulever, et c'est bien normal parce que votre corps ne sait pas faire, que ce soit d'un point de vue nerveux, comme je l'ai expliqué avant, mais d'un point de vue juste structurel, il n'a pas les ressources musculaires, tissulaires pour pouvoir le faire. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans notre corps, autant le muscle est un tissu qui s'adapte assez bien, assez vite. C'est jamais assez vite pour nous, surtout quand on fait de la force et qu'on a des objectifs de performance, mais
On va dire, voilà, c'est un tissu qui s'adapte quand même assez vite. Mais on a des structures qui mettent un peu plus de temps, comme les tendons par exemple. Et la problématique, c'est que quand le musculaire suit et qu'on a envie d'envoyer, mais que derrière le tendineux, tout ça prend plus de temps, c'est plus dur de se ralentir pour se laisser le temps d'un point de vue tendineux, parce qu'on a l'impression de pouvoir faire, mais pour autant, ça veut dire que vos structures ne s'adaptent pas encore complètement et qu'il faudrait un petit peu calmer. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un petit peu ce modèle-là. Les muscle-up. Je pense que toutes les femmes qui peuvent m'écouter et qui font des muscle-up aux anneaux, ou d'ailleurs barre, c'est probablement un peu la même chose, on arrive à faire les muscle-up, on arrive à progresser sur le mouvement, on a envie d'envoyer, et au bout d'un moment, tac, douleur avant-bras tout le temps qui arrive, etc. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue musculaire, on a la force pour faire le mouvement et pour pouvoir le répéter, mais nos tendons ne sont pas encore adaptés. Et donc là, il faudrait baisser le volume pour laisser le temps d'un point de vue tissulaire au tissu de s'adapter pour ensuite pouvoir réaugmenter le volume sur notre exercice de muscle-up. Et avec votre dos et votre squat, c'est la même chose. C'est que vous pouvez très bien avoir la force dans les jambes pour pouvoir pousser votre squat, mais pour autant, peut-être que votre dos n'est pas suffisamment renforcé, que ça prend un peu plus de temps, et du coup, c'est pour ça que vous avez des douleurs au niveau du dos, c'est que vous arrivez à pousser votre charge, vous n'avez pas l'impression que c'est difficile, mais après chaque série, vous êtes là, purée, j'ai mal au dos, parce que votre dos, lui, n'est pas assez fort, pas assez adapté pour pouvoir gérer cette charge, ce volume, en tout cas votre entraînement dans sa globalité. Quatrième facteur, la technique. On va quand même y venir, parce que évidemment que la technique peut jouer, et évidemment qu'elle va jouer un rôle, mais le but de cet épisode, c'était de vous faire comprendre qu'elle joue un rôle parmi tous les facteurs que je peux vous citer. Et là, dans cet épisode, je vous cite, on va dire, les facteurs les plus... la partie émergée de l'iceberg, on va dire, mais évidemment, il y a une multitude de facteurs. En vrai, quand vous prenez les études scientifiques qui évaluent un peu les facteurs de risque de blessure, c'est des milliers de petites bulles avec des choses, et c'est tout ça qui fait que ça conduit à la blessure. Il n'y a jamais une seule raison. Ça, faut vraiment le comprendre. C'est pour ça que je vous dis, quand on me dit oui, je me suis blessée, j'avais pas une bonne technique. Oui, mais c'est pas que ça. C'est pas possible qu'avec que ça, tu te sois blessé. C'est parce qu'il y avait d'autres éléments qui sont venus autour. Et plus vous allez être juste techniquement, mieux les contraintes vont se répartir. Et donc, moins vous allez surcharger une partie plutôt qu'une autre. Donc, sur votre squat, plus vous allez être juste techniquement, moins votre dos devra forcer pour peut-être compenser une position ou un manque de force sur une certaine structure. C'est un peu ce qu'on voit par exemple au deadlift. Je vous parle du deadlift là pour vous faire un peu le parallèle parce que c'est plus visuellement parlant. C'est qu'au deadlift, on a tendance à dire faut pas faire de dos rond, faut pas faire de dos rond. Oui, mais pourquoi on vous dit ça ? Parce qu'en fait, quand vous faites un dos rond, c'est-à-dire quand vos fesses, on va dire, remontent plus vite que le redressement du buste, c'est votre dos qui va devoir finir le mouvement au lieu d'utiliser la chaîne postérieure, donc les ischios et les fessiers. Et donc là, d'un coup, on a un peu une surcharge au niveau du dos qui peut faire que, parce que tous les facteurs sont intriqués avec ce que je vous ai dit au préalable, et c'est une position qui peut faire que, avec tous les facteurs supplémentaires que je vous ai déjà expliqués, vont faire que à ce moment-là, vous allez avoir mal au dos sur ce mouvement. Et pour revenir à mon histoire du début de ce podcast, probablement qu'à ce moment-là, je vous ai dit, j'avais de la fatigue, j'ai voulu mettre plus lourd, j'avais potentiellement pas bien récupéré, etc. Et tous ces facteurs ont fait que la surcharge que je me suis mis à l'entraînement, plus la fatigue que j'avais, plus le manque de récupération, plus que peut-être techniquement j'étais pas très juste, etc., etc., ont fait que, à ce moment-là, je me suis blessée sur le mouvement. Et probablement que si j'avais fait le même format, avec peut-être une même technique tout aussi dégueulasse, mais dans des conditions où j'étais fraîche, j'étais pas fatiguée, j'étais en forme, etc., je ne me serais même pas blessée. Donc d'un point de vue technique, les éléments que vous allez pouvoir faire attention sur votre squat pour protéger votre dos. Il y a plusieurs choses. Premièrement, bien équilibrer votre appui au sol. D'ailleurs, je suis en train de penser en même temps que là je vous donne un petit peu ces critères. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un épisode dédié sur la technique du squat. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je m'en sors assez bien en squat. J'ai d'ailleurs, il y a 2 jours, là, doublé 155 kilos.
J'avoue, je me la pète un peu, mais je suis un peu fière. En vrai, je trouve ça fou pour un corps d'1m50 de faire une charge pareille. Donc j'ai doublé 155 kilos. Donc disons que c'est un mouvement que je maîtrise assez bien. Hein. J'ai encore évidemment plein de choses à travailler, etc. Mais je pourrais vous faire un épisode dédié sur les points importants d'un point de vue technique, sur ce qui m'aide à performer sur le squat si jamais ça vous intéresse et que vous vous sentez un peu bloqué sur le squat. Bref, revenons à nos points techniques qui peuvent nous aider là pour notre dos. Donc première chose, bien équilibrer l'appui au sol. Très souvent, ce que je peux remarquer chez les personnes qui ont mal au dos, en fait, on a un peu les deux extrêmes. Des fois, on a des personnes qui vont appuyer uniquement sur les talons, donc qui vont aller très en chaîne postérieure, ça veut dire qu'ils vont recruter beaucoup plus. Quand je dis chaîne postérieure, c'est l'arrière du corps, donc ischio, fessier et dos, on va dire. Et à l'inverse, on a des gens qui sont très sur l'avant du pied. Donc là, ils vont pas forcément aller chercher le recrutement postérieur, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut quand même faire l'effort de se redresser. Et là, le dos peut, un peu comme sur votre deadlift, recevoir une grosse charge d'un coup, qui fait qu'ils doivent la gérer et qu'on n'équilibre pas les contraintes comme on devrait pouvoir le faire. Ce qui peut expliquer évidemment des douleurs au dos dans un contexte de facteurs déjà qui prédisposent à cette fatigabilité-là. Donc première chose, attention à son appui au sol, on appuie de la même façon sur l'avant et l'arrière du pied, et ça sur tout le mouvement. Et si vous voyez que vos chevilles basculent un peu vers l'intérieur, l'extérieur, que vous faites un peu la danse au niveau du pied, c'est qu'il y a des choses à travailler. Soit directement au niveau du pied et de l'ancrage au sol, soit au niveau de la mécanique de mouvement. Ça, faut voir avec votre coach ou la personne qui vous suit, parce que c'est déjà un peu plus complexe pour pouvoir effectivement voir quelle est la problématique exacte et pour travailler ensuite dessus. Parce que en fonction de l'origine de pourquoi vos pieds partent un petit peu dans tous les sens, ce sera pas le même travail à faire. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez déjà regarder un petit peu vos pieds. Deuxième chose qu'il faut faire attention, la deuxième chose qui va être importante, c'est le gainage. Le gainage et le bracing. Le squat, faut comprendre que c'est un mouvement, on dit du bas du corps, mais en réalité, vous avez tout le corps qui va travailler, encore plus quand vous êtes à la recherche de performance. Et en fait, le principe d'avoir un tronc bien solide, bien gainé, c'est ce qui va permettre d'avoir un meilleur transfert de force. En fait, c'est assez logique à comprendre, c'est que si vous avez, un bâton, admettons vous avez, vous vous souvenez les caplas qu'on avait quand on était petit là ? Je sais pas si ça vous parle, mais c'est des petits bâtons en bois. Voilà, vous avez des petits bâtons en bois, comme ça vous empiliez, puis on faisait une tour, et puis quand elle tombait, on avait perdu. Et prenons ce cap-là. Vous avez votre cap-là, comme ça, et vous allez lui mettre plein de charges au-dessus. Si votre cap-là, il est bien droit, bien gainé, c'est un gros cap-là, quoi, un cap-là solide, vous allez pouvoir encaisser pas mal de charges au-dessus, et il va tenir. Si par contre, votre cap-là, il est un peu fatigué, il est un peu... il est un peu tordu, parce que ça fait un bail que vous jouez à ce jeu-là et vous l'avez un peu tordu, on va pas pouvoir mettre autant et ça risque de tomber. Sur le squat, c'est un peu la même chose. C'est que si vous n'avez pas votre tronc qui est complètement solide pour pouvoir gérer la charge et le mouvement, votre dos va devoir compenser, etc. Vous risquez de pas réussir le mouvement ou en tout cas potentiellement de vous faire mal. Donc le bracing, c'est hyper important. Et en squat, on va chercher un bracing abdominal. Et enfin, troisième point qui me semblait important d'aborder, c'est la rétroversion du bassin. Donc ça va aller en fait avec votre bracing. C'est-à-dire que très souvent, je vois chez les personnes qui ont des douleurs au dos sur le squat, ils font un squat très en antéversion du bassin. Donc antéversion du bassin, ça veut dire dos creusé, on va dire, bassin qui bascule vers l'avant, les fesses qui ressortent. Et en fait, en squattant comme ça, on favorise pas effectivement le gainage du tronc et la bonne répartition des contraintes pour pouvoir un peu répartir correctement et pour pouvoir produire de la force sans surcharger au niveau lombaire ou au niveau du dos en tout cas. Il y a aussi d'autres problématiques que je pourrais détailler comme la mobilité, ce qui vous permettra d'avoir une bonne amplitude sans pour autant avoir mal au dos. Mais voilà, on le fera dans un épisode plus dédié à ça si ça vous intéresse. Mais là, vous avez déjà des pistes de choses que vous allez pouvoir améliorer pour éviter d'avoir des douleurs de façon récurrente sur le squat. Juste en travaillant là-dessus, et en évidemment travaillant sur tous les autres facteurs que je vous ai évoqués, ça devrait déjà vous permettre de faire le mouvement, en tout cas dans de meilleures conditions. Et si on relie tout ça au street lifting, vous comprenez du coup que c'est plus facile, c'est pas tellement le terme, mais on va dire que le street lifting peut exposer plus facilement à des problématiques de douleur. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une pratique où le but c'est de soulever lourd, donc si on n'a pas une programmation qui est adaptée pour pouvoir s'adapter à la personne elle-même, pour s'adapter de façon individuelle à sa progression et lui permettre de progresser, on peut facilement tomber dans
la surcharge. On a aussi une discipline où on a, mine de rien, de plus en plus d'équipements. Ça aussi, il faut prendre en compte une adaptation par rapport à l'équipement parce que ça va changer une partie de votre mécanique de mouvement et il faut du coup pouvoir s'adapter. C'est vrai que je vois beaucoup d'athlètes en streetlifting en hors-saison passer sur tel type de genouillère, puis ensuite celle-ci, puis ensuite en row, puis ensuite comme ci, comme ça, en high bar, en low bar. C'est plutôt des bonnes choses pour ne pas devenir dépendant d'un certain matériel, mais il faut comprendre qu'à chaque fois que vous changez, votre mécanique de mouvement change de toute façon un petit peu. Et ça, si c'est pas maîtrisé, si c'est pas programmé correctement, ça peut aussi expliquer la survenue de douleurs. Et enfin, on a toujours cette notion de système nerveux qui va être encore plus sollicité dans une pratique telle que le streetlifting et qui du coup peut devenir plus sensible à la moindre variation, comme je vous l'expliquais, via le stress, via un manque de sommeil, etc. que si on fait de la musculation où, vu qu'on va pas chercher forcément la performance maximale, on va dire qu'on va avoir une tolérance au niveau du système nerveux qui va être un petit peu plus vaste, dans le sens où il n'a pas besoin d'être à 100% pour qu'on puisse faire une série de 8 à 10 reps, où on va pas forcément charger sur sa charge maximale. Pour résumer un petit peu tout ça, comment je fais si j'ai mal au dos sur mon squat, que je m'en sors pas, que je suis désespérée? Première chose, je check un petit peu ma programmation. Est-ce que je me suis pas mis trop de charge, je m'en suis pas trop demandé, trop d'un coup, pour pouvoir progresser? Est-ce qu'il faudrait pas que je baisse un petit peu le volume, que je axe mieux mes exercices? Par exemple, comme je vous l'ai expliqué avec mon exemple, moi j'avais fait du deadlift où déjà ça m'avait bien fracassé le dos et derrière je me mets du RDL. Peut-être que si vous mettez votre deadlift sur un jour et le RDL sur une autre séance, vous arriverez mieux à encaisser. Donc étude de la programmation, ça va être très important. Secondo, on voit sa technique, donc avec les points que je vous ai évoqués là, ce que vous pouvez corriger. Est-ce que c'est mieux quand je fais comme ça? Est-ce que c'est mieux si je change ça? Est-ce que mon bracing est totalement efficace? Est-ce que mes pieds sont bien ancrés au sol? Ça va être très important également. Je check aussi un petit peu tout mon environnement global. Est-ce que depuis que j'ai mal au dos, je remarque que c'est vrai que je sors tous les soirs? Peut-être qu'il y a un lien. Il y a sûrement un lien. Donc, est-ce que j'essaye d'améliorer un petit peu mieux mon hygiène de vie, voir si ça m'aide au niveau des douleurs, comment je peux faire pour mieux récupérer et potentiellement être moins sujet à ça. Et quatrième point, je renforce mon dos, tout simplement. On va dire que pour pouvoir soulever lourd sur des exercices tels que le squat ou même le deadlift, il faut que votre dos soit solide. Donc évidemment, quand vous allez faire le mouvement tel quel, de votre squat ou de votre deadlift, vous allez pouvoir renforcer votre dos, mais ça va être bien d'avoir des exercices annexes qui vont permettre de renforcer de façon plus isolée votre dos, le rendre plus endurant, plus fort, pour pouvoir mieux gérer sur ces exercices-là. Donc moi, les exercices que je vais vous conseiller, RDL, c'est très bien, mais attention à la progression, à la technique de mouvement et à la surcharge, parce que c'est un exercice qui est souvent mal fait. En vrai, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire cet exercice, donc faut pas hésiter à commencer léger sur cet exercice pour bien prendre la mécanique de mouvement, parce que c'est un très bon exercice, puisqu'il va vraiment solliciter, on va dire, le gainage de votre tronc. Votre tronc et votre dos, en fait, sur cet exercice, a besoin d'être un socle solide pour que vous puissiez faire le mouvement sans avoir mal dans ces régions-là et en sollicitant suffisamment votre chaîne postérieure. Donc ça, c'est un très bon exercice. Le good morning également, d'ailleurs. Je vous conseillerais aussi d'inclure des exercices de gainage ou de travail du bracing, donc que peuvent être le dead bug, Pallof press aussi, ça peut être intéressant. En tout cas, toute variation, on va dire, où vous allez pouvoir travailler effectivement le bracing avec des mouvements de haut ou de bas du corps. Troisièmement, je vais vous conseiller de faire des extensions lombaires. Extensions lombaires, c'est très bien. Ça va renforcer vraiment vos lombaires, c'est un point de vue spécifique sur un mouvement d'extension. Donc ça, c'est très bien. Pareil, on fait attention à la tolérance de mouvement. Vous pouvez commencer en tempo, voire en isométrique, puis progressivement en dynamique et inclure de la charge. Et ensuite, vous allez pouvoir également vous tourner vers des exercices unilatéraux. Pourquoi ? Parce que ça va aider votre dos à stabiliser d'un côté et de l'autre. Un exercice qui est intéressant, c'est le switch case carry. C'est quoi ? C'est comme du farmer walk. Donc vous savez, vous avez un haltère dans chaque main, vous marchez. Sauf que là, vous allez mettre dans une seule main. Donc il faut quand même prendre une charge assez lourde, vous pouvez prendre des sangles. Et vous allez marcher avec une charge dans une seule main. Là, votre dos, il va devoir équilibrer votre tronc avec la charge qu'il tire d'un côté. Donc ça, c'est des exercices qui vont être également intéressants. Là, dans cet épisode, j'ai volontairement pas parlé spécifiquement de pathologie. On va dire que si vous avez mal au dos de façon quotidienne, dans votre vie, depuis longtemps, etc., et qu'en plus, vous avez mal au dos sur le squat,
Là, c'est différent. Il va falloir quand même consulter quelqu'un qui puisse bilanter, analyser toutes les problématiques qu'on peut voir pour pouvoir vous rééduquer. Là, vraiment, le but de cet épisode, c'était plus de parler d'un point de vue performance. Pourquoi sur le squat j'ai mal ou sur certains exercices j'ai mal, alors que j'ai pas plus de problématiques que ça. Évidemment, en un épisode, je peux pas vous faire tout un bilan, toute une rééducation, parce que les maux de dos, ils peuvent avoir énormément d'origines. On a vu déjà qu'il y avait énormément de facteurs, et encore une fois, dans cet épisode, je vous en ai parlé vraiment de que quelques-uns par rapport à la multitude des facteurs qu'il peut y avoir. Donc évidemment, si vous avez des problématiques au niveau du dos, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Moi, je consulte également en distanciel. Ça marche très bien pour ce type de problématique. On fait un bilan assez poussé, assez précis, avec une anamnèse, des tests à faire, des retours vidéo, etc. Et comme ça me permet vraiment de trouver l'origine de votre problématique et de pouvoir vous proposer un protocole adapté avec des vidéos d'exercices que vous pouvez faire en autonomie. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, ne restez pas seul avec vos douleurs si vous avez des problématiques depuis des mois et qui vous impactent également dans votre vie quotidienne. Cet épisode était un petit peu plus long que d'habitude, je crois, mais j'espère qu'il vous a plu. J'ai vraiment eu envie de développer certaines notions qui me paraissaient importantes, surtout autour de cette problématique, qui encore une fois concerne beaucoup de personnes. Donc j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, à liker cet épisode, à le partager. Ça permettra d'avoir plus de visibilité et de me soutenir dans ce projet qu'est le podcast. En tout cas, je vous fais des gros bisous et on dit à la semaine prochaine. Bye bye!